Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Média Pro qui décrypte pour vous les médias et l'actualité audiovisuelle de la semaine. Et bien sûr, on va rester toujours dans l'actualité de Gaza et cette fois, on va s'intéresser plus particulièrement au cinéma et à Hollywood et sur justement le lobby sioniste présent à Hollywood et qui empêche toute personnalité du cinéma et de l'audiovisuel de parler ou de soutenir Gaza. Avant de commencer le débat, on regarde ces quelques vidéos et on revient à la discussion. I stand here in my truly given white privilege to say that you don't have to be Palestinian to stand with the Palestinian people. Palestinian to understand that the slaughter of almost 5,000 children is unacceptable and a war crime. You do not have to be Palestinian to understand that war crimes are being delivered every single day according to the UN and other humanitarian groups. Time for education, because as a previous speaker mentioned, so many people do not understand the context in which this October 7th assault happened. They don't understand the history of what has been happening to the Palestinian people for 75 years. So this is an opportunity to educate people if they can have an open mind, if you can get beyond the tribal instincts that have separated us now for so long. It's time to have an open heart. It's time to be strong, and it's time that Palestine be free. Until everyone is free. Pour avoir affiché son soutien aux Palestiniens de Gaza sur les réseaux sociaux, l'actrice Melissa Barrera a été écartée du prochain Scream 7. L'actrice mexicaine de 33 ans, qui joue Sam Carpenter dans Scream 6, a déclaré dans une story Instagram que Gaza est actuellement traité comme un camp de concentration et que ce qui s'y passe est un génocide et un nettoyage ethnique. Elle a également relayé de nombreux posts en soutien à la Palestine. La société de production américaine Spyglass Media Group a justifié le licenciement de la comédienne. Nous n'avons aucune tolérance pour l'antisémitisme ou l'incitation à la haine sous quelque forme que ce soit, y compris les fausses références au génocide, au nettoyage ethnique, à la déformation de l'Holocauste ou à toute autre chose qui franchit de manière flagrante la ligne du discours de haine. Le réalisateur du prochain Scream, Christopher Landon, a indiqué dans un tweet que ce n'était pas sa décision avant de supprimer sa réponse des réseaux. L'actrice, qui fait partie des 300 artistes signataires de l'appel à un cessez-le-feu lancé en octobre 2023, ne s'est pas exprimée sur la décision de la boîte de production, mais a posté cette photo dans sa story. En fin de compte, je préfère être exclue pour les personnes que j'inclus que d'être incluse pour les personnes que j'exclus. A lot of conversations amongst my Jewish friends about the silence, the disappointment, the disappearing acts on some Doug Henning, David Blaine shit just disappeared, boom, in the air. A lot of people have disappeared. I'm telling you right now, we are making a list, we are checking it twice, and we already know who's been naughty or nice. See that pun? You see that pun? I'm talking about the Jewish people, but I'm also talking Christmas carols. We will not forget. We're not suckers, so when you come around asking for this, that, and the third, come around asking for money, investments, and all that stuff, I promise you, it's being discussed. We're paying attention to who's being anti-Jewish, anti-Semitic, anti-Israel, or not saying anything at all. I promise you, we see. I'm an enigma.
a lot of Jewish people seem nice. We seem like we're suckers. Seem like you could kind of convince us. Trust me, don't come around 6 months, 8 months, 2 years. We're remembering, we're paying attention. Voilà, c'était 3 interventions de stars de Hollywood. La première, bien sûr, la plus célèbre, c'est Susan Sarandon, qui s'est jointe à la manifestation pro-Palestine et qui a ouvertement affiché justement ce soutien à la cause palestinienne, ce qui lui a valu justement son exclusion de la sphère hollywoodienne. La deuxième, c'est justement l'actrice mexicaine Melissa Barrera qui a posté un tweet et qui s'est vue exclue de la série Scream, de la 7e saison de la série Scream, enfin du film Scream, et tout ça parce qu'elle avait manifesté son soutien aux Gazaouis. Enfin, le dernier, c'est un petit acteur de Hollywood qui veut faire le buzz sur le dos justement des pro-Palestine, c'est l'acteur Michel Rapaport qui a annoncé sur sa vidéo et qui a promis de donner une liste justement de tous ceux qui soutiennent la Palestine afin qu'ils soient exclus de tout financement. Faisal Metawi, c'est le retour au macartisme. Oui, c'est un macartisme qui se réinstalle. On rappelle aux amis téléspectateurs que le macartisme dans les années 50, c'était la chasse aux sorcières de toutes les personnes communistes ou soupçonnées d'être communistes proches de l'Union soviétique. Et là, la conclusion... Charlie Chaplin a fait les frais, justement, du macartisme. Il y a beaucoup y compris à Hollywood, il y avait des acteurs qui ont été mis à l'écart. Tout à fait. Y compris, par exemple, Fitzgerald, qui était l'un des scénaristes à Hollywood dans les années 40-50, qui a été mis à l'écart parce qu'il a critiqué la mainmise de certains producteurs, notamment de confession juive à Hollywood. Et il a été presque accusé aussi d'antisémitisme, etc. Donc c'est ancien. Maintenant, à chaque fois qu'il y a des critiques politiques, on ne critique pas les personnes parce qu'ils sont juifs ou musulmanes ou autre chose, mais parce qu'il y a des prises de position. Susan Sarandon, qu'on a vu tout à l'heure au rassemblement à New York, est une comédienne engagée depuis longtemps avec la Palestine. C'est pas nouveau. On connaît ses positions. Elle a toujours tweeté en faveur des droits des peuples palestiniens. Elle n'a jamais insulté Israël ou qui que ce soit. Elle n'a jamais eu de position antisémite. Elle a juste manifesté son soutien à la Palestine. Et là, on a mis à l'écart son agence qui s'appelle United Talent Agency, parce qu'elle a dit une phrase où, pour l'agence, il y a de l'antisémitisme. Je vous lis la phrase pour les amis téléspectateurs, on la partage, vous verrez s'il y a de l'antisémitisme. Elle dit « Beaucoup de personnes ont peur d'être juives de nos jours et ont un aperçu de ce que c'est d'être musulman dans ce pays. » Elle parle des États-Unis. Il est où l'antisémitisme? On lui reproche tout simplement de défendre la cause des Palestiniens. C'est la même chose pour Melissa Barrera, quand même, une comédienne mexicaine qui, dans le Scream 7, je pense, elle a été mise carrément à l'écart. Elle n'a pas du tout dit des phrases qui peuvent choquer ou qui peuvent porter de la haine, mais elle a tout simplement exprimé son soutien à au peuple palestinien, à Gaza. En disant qu'il s'agit d'un camp de concentration pour rappeler la Shoah. Les Allemands nazis qui avaient mis les Juifs dans les camps de concentration, c'était bien sûr des actes criminels condamnés par tout le monde. Et ce parallèle a suffi pour qu'on la mette à l'écart. Et elle a eu une belle phrase d'ailleurs, Melissa Barrera, sur Twitter, en disant « Je préfère être exclue pour qui j'inclus plutôt que d'être incluse pour qui j'exclus. » C'est très bien dit parce que c'est effectivement une exclusion d'une opinion. Et ce qui est curieux, c'est que le 21 octobre, parce qu'on avait parlé de comédiens qui ont soutenu, non pas soutenu, ils ont demandé le cessez-le-feu au président Biden et ont demandé aussi à ce qu'on arrête le bombardement à Gaza. Parmi eux, quand même, il y a des comédiens connus comme Joaquin Phoenix qui a eu le Joker et qui joue bientôt Napoléon. Ouais. Il y a aussi l'humoriste Jon Stewart, il y a Susan Sarandon, Kristen Stewart, Rami Youssef qui est un comédien qui monte à Hollywood, Riz Ahmed. Ils ont tout simplement eu une phrase aussi qui a été reprise par certains médias, pas tous les médias. « Nous refusons de raconter aux générations futures l'histoire de notre silence, que nous sommes restés sans rien faire. » Comme l'a dit Martin Griffiths, qui est le chef des opérations de secours à l'ONU, l'histoire nous regarde.
Et 2 jours après, il y a l'autre lettre qui a été beaucoup plus médiatisée que la première, le 23 octobre. C'est aussi d'autres comédiens qui demandent à libérer les otages, qui condamnent ce qui s'est passé, qui condamnent Hamas, qu'on le qualifie de groupe terroriste, qui parlent de choses qui n'ont pas du tout été documentées ni par l'ONU ni par les organisations internationales, de bébés décapités, de femmes violées, de familles brûlées carrément. C'est dans leurs lettres. Il y a une anglaise dont la comédienne Gal Gadot, que vous connaissez, c'est Wonder Woman. C'est une femme qui... pro-sioniste, hein. Elle était soldat à Israël. Elle était dans l'instruction. Avec l'armée sioniste, oui. Oui, elle est maintenant en mission autrement. Et avec une partie de leurs recettes dans les succès de Hollywood sont versées justement à l'armée sioniste. Oui, et elle est tellement engagée qu'elle veut imposer la projection d'un documentaire, d'un montage d'images par l'armée israélienne de 47 minutes où il y a des images attribuées aux crimes commis par Hamas. Je rappelle que... Elle demande à ce qu'il soit projeté à Los Angeles. Le film Wonder Woman, lors de sa sortie, a été interdit dans une grande partie des pays arabes, notamment au Liban, en Algérie et aux Émirats, à cause justement du soutien de l'actrice pour l'entité sioniste. Absolument, parce que, comme j'avais rappelé, elle était soldat, donc elle a des positions tranchées en faveur de l'armée israélienne. Et elle dit, avec un autre réalisateur qui est avec elle, c'est Nativ, qui veulent donc projeter ce documentaire pour faire dire aux Américains, ou faire montrer aux Américains ce qui s'est passé là. Et je voudrais citer quelques noms de comédiens qui sont dans cette liste. La longue liste, elle est beaucoup plus... Il y a presque 300 signatures, c'est beaucoup plus que ceux qui demandent le cessez-le-feu. Et il y a par exemple, en plus de Gal Gadot, Justin Timberlake, que tout le monde connaît, Bradley Cooper, Sacha Baron Cohen, Gwyneth Paltrow, que vous connaissez, Adam Sandler, Laura Dern, le chanteur Pour Sting, la majorité, etc. ils sont de confession juive. Oui, mais ils ont pris complètement le narratif de l'armée israélienne, le narratif de la propagande militaire, ils l'ont mis carrément dans cette lettre pour dire que Hollywood, et c'est la première fois que cela arrive, Hollywood est bien divisé actuellement, parce qu'il y a d'autres qui n'apparaissent pas, qui sont mis à l'écart, mais qui ont pris position pour dire qu'il faut que les crimes d'Israël s'arrêtent à Gaza. Reda Harirash, on connaît la force justement du lobby sioniste à Hollywood. Est-ce que vous pensez que cet épisode de la guerre à Gaza va justement diviser encore plus le monde du star system à Los Angeles? Certainement, parce que la Constitution américaine, elle garantit quand même une liberté d'expression. Les premiers amendements font toujours référence à la possibilité pour les citoyens américains d'avoir des positions, d'avoir des croyances et des convictions qui leur permettent d'exister. Or là, il y a une tentative de la part de quelques groupes de plus en plus minoritaires de vouloir imposer une doxa à l'ensemble donc de la société américaine et en Occident, en essayant de faire du chantage, notamment financier. Or, il y a pas mal de gens maintenant qui refusent ce principe, qui de plus en plus ont tendance à s'insurger. Ils vont s'insurger encore plus parce que les événements que connaît actuellement l'enclave palestinienne de Gaza sont regardés par le monde entier. Et donc ces tentatives un peu de subversion vont être battues en brèche parce qu'il fut effectivement à un moment donné où Hollywood avait son mot. C'était notamment pendant la guerre froide, où il y avait une guerre qui était menée contre ce qu'on appelait l'ogre soviétique et qui faisait que toute la société américaine était, d'une manière ou d'une autre, obligée d'aller dans un certain sens. Ce qui n'est plus le cas actuellement. Nous sommes dans un monde qui est de plus en plus mondialisé et où les téléspectateurs ont la possibilité de s'en renseigner et d'avoir leur propre critique. L'impact des réseaux sociaux aussi sur justement la médiatisation de ces paroles de stars. Les réseaux sociaux et notamment tous ces dizaines de journalistes qui ont été assassinés pendant le conflit de Gaza, qui fait qu'un journaliste... Une soixantaine de journalistes. Une soixantaine, et ce n'est qu'un chiffre provisoire. Donc pourquoi est-ce qu'un journaliste, par exemple, qui fait son travail sur le terrain et qui dit ce qu'il voit,
médias se retrouvent obligés de se cacher ou éventuellement de disparaître de la scène médiatique. Et c'est tout ça qui fait que Hollywood n'a plus la possibilité maintenant d'imposer sa vision parce qu'ils ne sont pas les seuls. Sofiane Baroudi, on dit toujours que parfois la fiction dépasse la réalité. Et il y a eu un épisode, peut-être on n'en a pas parlé ici sur Mediapro, un des producteurs de la série Fawda, produit par Netflix, a été tué par les résistants de Hamas lors des combats justement à Gaza. Tout ça a été justement relayé par les médias, disant que la fiction, parfois, elle est plus réelle que la réalité. Exactement. Et moi, ce que j'aimerais aussi mettre en exergue, c'est le fait que, si vous voulez, la bataille, parce qu'il s'agit vraiment d'une bataille qui est en train d'être menée à Hollywood, dépasse le cercle culturel, vu que Hollywood, Los Angeles, mais aussi New York sont des bastions et des fiefs du Parti démocrate. Et le Parti démocrate est questionné en ce moment et il est quasiment en scission, ou alors en profonde division entre deux courants. Il y a un courant progressiste profondément pro-palestinien et qui dénonce les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité et le génocide commis à ciel ouvert devant les médias du monde entier. C'est le courant dirigé par Bernie Sanders, le sénateur Bernie Sanders, qui est lié par exemple à des collectifs comme Black Lives Matter, dirigé par Angela Davis, qui sont très ancrés dans le milieu artistique en général, qu'il soit cinématographique, musical, etc. et aussi sportif aux États-Unis. Et il y a l'aile néoconservatrice du Parti démocrate qui, elle, est actuellement vraiment, si vous voulez, complètement ébranlée par ce qui se passe. Il y a eu plusieurs pétitions de la part de diplomates pour contester la politique du département d'État. Il y a eu même Joe Biden qui a été obligé d'écrire lui-même une tribune sur le Washington Post pour expliquer la ligne politique suivie par Washington, qui est accusée à l'intérieur du Parti démocrate d'être, si vous voulez, un peu complice des opérations génocidaires. Et donc, il y a une situation vraiment de malaise à l'intérieur du Parti démocrate. Il y a eu aussi un fait important, l'arrestation d'un des conseillers de Barack Obama, qui a proféré justement des insultes islamophobes et même une apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité menés notamment contre les enfants, ce qui a choqué l'opinion publique. Et je rappelle que Barack Obama, qui a été le premier président afro-américain des États-Unis, qui est une personnalité reconnue comme étant une personnalité progressiste, et aussi la caution morale, si vous voulez, de Joe Biden, et c'est la caution morale de la Maison-Blanche auprès des milieux artistiques qui sont très très influents dans la politique américaine. Et donc ça traduit aussi une forme de malaise politique très profond à Washington qu'on voit à Hollywood. C'est à peu près la même chose que le mouvement des scénaristes aussi qui, si vous voulez, traduisait une colère très très profonde. Et juste une petite chose sur le macartisme, ce qu'il y a de différent, c'est que le macartisme avait, si vous voulez, un socle argumentatif qui était celui de la guerre froide, de mener une forme de guerre froide contre un État constitué. Là, ce qui se passe, lutter contre les communistes. Les communistes, et notamment contre la puissance soviétique et contre le système d'espionnage, le maillage d'espionnage soviétique qui a quasiment entraîné ce qu'on appelle le syndrome de Forrestal, etc. Là, ce qu'il y a de différent, c'est qu'on empêche les gens de dénoncer des crimes et de prendre position pour le droit international. C'est vraiment la différence fondamentale, à mon avis. Oui, la dérive, c'est que maintenant, si vous vous positionnez en faveur des Palestiniens, même votre position est humaine, elle n'est pas politique. Même si vous la postez sur Twitter ou sur Facebook. Hein. Vous êtes taxé d'antisémitisme. Ça veut dire qu'on a tellement tiré sur la corde de l'antisémitisme. Même si on ne critique pas les Juifs. Il n'y a pas de critique des Juifs, on critique un État colonial. Oui, et j'ai lu une phrase de Jean Cusack, quand même un grand comédien. Jean Cusack, acteur très connu. Il a participé à la marche pro-Gaza pour les Palestiniens, contre les bombardements israéliens à Gaza. Il dit, dans la marche, il parle, et son témoignage, je pense qu'il est précieux, il dit « Je n'ai pas entendu les gens dire mort à Israël, je n'ai pas entendu dire les manifestants dire mort aux Juifs, parce qu'en parenthèse, on est en train de confondre les marches pro-palestiniennes ou contre les crimes d'Israël comme des marche antisémite. Il y a même des chroniqueurs et des commentateurs de presse qui l'ont dit et n'ont eu aucune honte de le dire. Il dit que Jean Cusack parle de la marche, il dit que les gens disaient que nous devons libérer la Palestine d'une occupation brutale, des gens inquiets pour leurs proches, dans une zone d'enfer, bloquée sans nourriture, sans eau, sans électricité. Donc c'est carrément une position humaine. C'est pas du tout dans l'antisémitisme ou appel à la haine. Et j'ai aussi vu aussi que Jessica Chastain, qui est aussi une grande comédienne, elle a critiqué des journaux.
c'est intéressant que les comédiens ou les gens qui viennent du monde de l'art critiquent les médias. Elle a surtout critiqué New York Times et Washington Post, qui sont quand même de grands journaux où ils disent que nous vivons, elle a dit dans un tweet, nous vivons une époque sombre et ces journaux tirent des conclusions hâtives pour suivre le rythme des réseaux sociaux qui ne sont pas des sources crédibles. Parce que ces journaux parlent de bébés décapités, parlent de femmes brûlées, etc. Donc ces informations sont totalement fausses et que, malgré ça, n'ont jamais été démentées à ce jour. Merci Faisal Matawi. On fait une pause et on revient au débat. À côté justement des États-Unis, un autre pays, le Canada, avait justement marqué sa différence par rapport à ce qui se passe à Gaza. Il a censuré une rétrospective de films palestiniens d'une grande réalisatrice libanaise. On regarde la bande-annonce de ces films et on revient au débat. Voilà, c'est ma maison, c'est ce qu'il en reste. Et je peux plus vous parler des autres. C'est cynique, mais on ne sait plus qui on est. Voilà, c'était la rétrospective des films sur la Palestine de la réalisatrice libanaise Jocelyne Saab, qui a été annulée quelques heures avant sa projection dans un cinéma à Montréal par, justement, sous la pression d'un collectif sioniste qui a poussé les responsables du cinéma Le Parc, ou le cinéma du Parc, à annuler cet événement. La censure a atteint son paroxysme dans une projection qui devait être justement un retour à la mémoire de la réalisatrice qui est décédée il y a quelques années et qui, on voulait faire la rétrospective de ces films qui ont été restaurés. Faisal Matawi, on recule devant rien pour la mémoire, justement pour barrer la route à la mémoire de la cause palestinienne. Absolument que Jocelyne Saab, qui est morte, que vous l'avez souligné depuis quelques années, a fait beaucoup de films, pas uniquement sur la Palestine, mais comme sur le Liban, sur la guerre civile au Liban et sur la Palestine tout à l'heure, aussi. Kenya Makan, Beyrouth, elle a commencé son premier documentaire reportage, c'était le Beit al-Lubnani. Je rappelle qu'elle a fait un documentaire sur la cause sahraoui. Elle est même venue présenter ce film à la Cinémathèque algérienne. Oui, elle a fait aussi des films sur l'Irak, sur la Syrie, sur le Vietnam aussi, la femme de Saigon.
parce que Jocelyne, en plus d'être journaliste, elle est reporter, parce qu'elle a fait du reportage, du documentaire, elle est aussi photographe et plasticienne, et donc son travail est vraiment un travail artistique. Ça évoque les douleurs, les drames, ça dénonce la colonisation, etc. Et ce qui est curieux, c'est qu'une organisation qui a signé, qui se dit juive, une pétition pour dire que la projection prévue, c'est la projection de From the River to the Sea, du fleuve à la mer, et de l'organisation Regard Palestinien. C'est un collectif qui rassemble aussi les organisations juives, notamment Palestiniens et Juifs Unis et Voix juive indépendante de Montréal. Ils sont antisionistes. Et ils ont l'habitude chaque année d'organiser des projections sur la Palestine, à Montréal, des films, des débats avec des invités, etc. Et donc c'est pas la première fois. Et c'est le cinéma qui a pris tout de suite la décision en parlant quelques heures avant la projection de la rétrospective. Absolument, en qualifiant les œuvres d'antisémites. Déjà, ils ont qualifié les documentaires antisémites. Donc c'est pour ça qu'on a dit que l'antisémitisme maintenant... Ils n'ont rien à voir avec l'antisémitisme. Évidemment. Il y a un amalgame entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Absolument, parce que maintenant, le plus grave, comme l'a dit Sofiane, c'est que maintenant, on est en train de confondre antisionisme, ça devient antisémite, et même critiquer Israël, ça devient anti-l'antisémitisme. C'est ça les dérives qui sont très dangereuses, et d'autant plus que le Canada a une position pro-sioniste, pro-israélienne. Le Premier ministre Trudeau a été même... les gens sont allés dans son restaurant pour lui demander de prendre position, de dénoncer les bombardements contre les civils. Il a été chahuté. Chahuté. Donc il y a une chape de plomb qui est dressée sur les cinémas, sur les médias, bien qu'il y ait des journalistes quand même à Radio-Canada et ailleurs qui essaient de dire, au moins de rapporter certains faits par rapport aux crimes d'Israël à Gaza. Donc ça, effectivement, la censure a atteint, et un journal montréalais a parlé d'une censure gratuite. Parce que c'est le journal Le Devoir. Le Devoir qui a parlé de ça parce que c'était inexplicable. On a décidé, avant de voir les films, que c'est des films antisémites. Voilà. Oui, Reda Harir. Je voulais préciser qu'il fallait, quand on parle donc d'antisémitisme et de sionisme, en Amérique, il y a un sionisme chrétien qui est bien ancré, ils sont majoritaires. C'est une tendance qui remonte donc au XVIIe siècle. Lorsque, donc, en 1916, le gouvernement britannique avait décidé d'octroyer un foyer en Palestine pour les Juifs, c'est parce qu'ils étaient déjà influencés par des minorités chrétiennes protestantes qui sont très engagées depuis plusieurs siècles, et on en parle peu. C'est-à-dire que le sionisme chrétien est plus important que le sionisme juif d'un point de vue numérique. Et les différents présidents américains qui se sont présentés au cours de ces 25 dernières années ont toujours été obligés de tenir compte de cet électorat qui est très conservateur et qui fait front depuis 1967 pour soutenir cette cause-là. Il faut l'avoir à l'esprit pour pouvoir mieux apprécier un peu pourquoi l'Amérique du Nord, le Canada par exemple, ou les États-Unis, avec ces groupes puritains qui sont importants, disciplinés, engagés, font que les grands groupes médiatiques sont toujours obligés de tenir compte de ces voix-là. Et ça, on n'en parle pas suffisamment, parce qu'il y a une sociologie politique de ces groupes qui est extrêmement importante dans une Amérique puritaine, qui reste encore puritaine dans beaucoup d'États américains, et qui croit toujours en une vision eschatologique de la fin des temps, et qui considère que le retour des Juifs en Palestine fait partie donc de ce qui n'existe pas en plus dans la Bible. Mais bon, ils ont cette vision-là depuis Cromwell, qui a gouverné donc le Royaume-Uni. Et ces groupes-là sont encore, ils ont pignon sur rue concernant la pensée politique américaine, et il faut en parler, parce que le sionisme ne concerne pas uniquement que les Juifs. Il a été créé chez des groupes de pensée chrétiens, protestants, puritains en Angleterre d'abord, et qui ont émigré par la suite parce qu'ils étaient en conflit avec la royauté à Londres, pour s'implanter en Amérique et faire en quelque sorte de l'Amérique une sorte d'Eldorado pour leur pensée puritaine. Merci Reda Harir pour ce cours d'histoire justement sur le sionisme. Sofiane Baroudi, justement, c'est un geste de trop des collectifs du cinéma à Montréal.
on s'est habitué à plus de liberté, plus d'expression de la part des Canadiens en matière justement de 7e art. Cette fois, c'est un peu trop. Surtout que la cinéaste, elle est libanaise, elle a fait des films chrétienne libanaise, qui a fait des films justement sur la guerre civile au Liban. C'était pas un documentaire planifié sur Gaza ou sur justement le mouvement de résistance palestinien. Alors ça dénote déjà vraiment d'un malaise profond dans les sociétés occidentales et si vous voulez d'une violation systémique, il faut le dire, de la liberté d'expression et aussi de la liberté artistique parce que la réalisatrice est connue pour être une réalisatrice très engagée, oui. très progressiste. Plus c'est une femme qui est engagée, militante et progressiste, c'est on va dire un peu... Ça dénote vraiment du malaise profond parce qu'il faut se rappeler qu'il y a eu un autre geste très maladroit fait par le gouvernement canadien quand ils ont reçu le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il était accompagné d'un officier nazi du régiment Galicie, ce qui a fait un tollé au Canada qui a provoqué une crise politique importante. Et donc ça dénote vraiment, si vous voulez, d'une situation un peu inextricable dans les sociétés occidentales où il y a une confrontation de projets de société déjà différents, une crise économique et sociale à mener, mais aussi une forme de perdition en matière de valeurs et en matière de droits. Parce que le Canada s'est fait connaître sur la scène internationale pour être un grand défenseur du droit international, de la démocratie, des droits humains. Tout ça, c'est en réalité des slogans quand il s'agit de la réalité des choses qui est, si vous voulez, l'alliance géopolitique autour de l'entité sioniste qui constitue réellement et concrètement une tour avancée du monde, si vous voulez, anglo-américain et aussi européen. Par conséquent, au Moyen-Orient, même si on voit dans les sociétés européennes plus de dissidences prononcées et un mouvement pro-palestinien, on va dire, plus structuré qu'au Canada, par exemple, où il y a une confrontation de projets très radicaux, parce que pour aussi bifurquer sur ce qu'a dit Reda, l'évangélisme chrétien est un courant très important. On a vu la visite du principal, si vous voulez, pasteur de l'évangélisme récemment qui a visité Netanyahou, qui a rencontré Netanyahou et qui a assuré du soutien de l'évangélisme. Mais on voit paradoxalement aussi des milieux évangélistes proches de Trump qui sont accusés d'être antisémites, notamment les MAGA et ce qu'on appelle le QAnon. Et d'ailleurs, cela s'est répercuté sur une crise avec le propriétaire de Twitter, Elon Musk, qui est réputé pour être proche de Trump, de l'extrême droite évangéliste, et qui est accusé aussi d'antisémitisme parce qu'il a permis sur la plateforme X la publication de certaines, si vous voulez, de certaines prises de position qui vont dans le sens pro-palestinien, mais qui ne le sont pas en réalité, notamment des publications qui sont considérées comme étant complotistes par rapport à la théorie du grand remplacement aux États-Unis et au Canada, qui serait encouragée par des collectifs communautaires. Ce qui a entraîné vraiment un tollé de la part des milieux sionistes qui ont accusé Elon Musk d'être antisémite. Il y a d'ailleurs toute une bataille autour de ça. Même l'ancien Premier ministre Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett, qui est un spécialiste des réseaux sociaux et aussi des startups, s'est rendu en urgence aux États-Unis, à la Silicon Valley, pour essayer justement d'opérer vraiment, si vous voulez, une action. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a vraiment une défaite du projet colonial sioniste au niveau communication et aussi au niveau cyberespace. Dans ce sens, Salim, c'est qu'en Allemagne, on a censuré un film de Almali Jasser, que vous connaissez, Salim. Wajib c'est une comédie. C'est un mariage. Un père et son fils reviennent à Ramallah et ils passent dans les maisons pour donner des invitations pour un mariage. Malgré ça, la chaîne allemande a censuré ce film pour dire qu'il y a... C'est une chaîne privée, je pense. C'est une chaîne privée a censuré le film. Elle n'a pas diffusé parce que c'est un film palestinien, parce qu'il y a Jasser qui a fait aussi de très bons films. Il faut préciser, Faisal, que la majorité des films... le cinéma maintenant. Oui, mais il faut préciser, Faisal, que le cinéma palestinien a toujours été censuré. La majorité des grands cinéastes palestiniens, comme Michel Khalifi, Elias Souleyman, ou Rachid Mashraoui, n'ont jamais eu droit à des diffusions, justement, dans des grandes chaînes européennes ou même américaines. Hani Abou Assad. Les films palestiniens, souvent, sont... La majorité, et même, je dirais même, je vais encore plus loin, même sur certaines chaînes arabes. Oui. Donc, leur présence est surtout fixée dans des festivals, fixée dans des rencontres, dans des rétrospectives comme ça. Et on se demande justement l'absence du grand festival du cinéma arabe à Paris, Lima,
qui organisait chaque année justement un festival qui rendait hommage au mouvement engagé pour la cause palestinienne, qui a disparu depuis quelques années, on le sait pourquoi. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, les festivals dans lesquels sont diffusés ces films palestiniens sont les festivals en Algérie et parfois en Égypte. Oui, absolument. Et je pense que le festival d'El Gouna en Égypte a remodelé son programme. Il va reprendre au mois de décembre, le 16, je pense, ou le 17, et pour donner de la place au cinéma palestinien. Il faut préciser qu'il va avec la position égyptienne actuellement sur qui fait de la médiation pour la trêve, etc., ce qui est appelé la trêve, etc. Mais je pense qu'effectivement, le cinéma, parce que vous voyez ce qui s'est passé à Montréal, c'est pas un fait anodin. C'est pas un fait anodin. Quelle est la chaîne américaine qui diffuse les films palestiniens et pourquoi les films palestiniens ne sont pas présents dans les festivals qui sont organisés aux États-Unis. C'est pour cette raison qu'il y a une plateforme qui diffuse plus de 300 courts-métrages documentaires et moyens-métrages palestiniens, parce que tout simplement pour donner de la visibilité à ces films, parce qu'ils sont montrés nulle part. Mais cela dit, parce qu'il faut rendre justice, la plateforme Netflix, il y a des films palestiniens quand même présents, y compris le documentaire dont on a parlé sur Gaza. Certains réalisateurs, je pense que Al-Mali Jasser a des films sur Netflix, Hani Abou Assad aussi, et d'autres réalisateurs. Disons que maintenant, parce que le glissement qui a eu lieu, sans bien parler des mouvements, je pense, évangéliques, pas évangélistes. Parce que c'est les évangéliques qui sont considérés comme les West Christians, les blancs chrétiens qui sont extrémistes. Ils sont carrément des intégristes. Parce que contrairement à ce qu'on dit ici et là, l'intégrisme n'est pas né dans l'islam, mais est né dans le christianisme, il est né dans l'Église, dans le Moyen Âge. Et donc ces mouvements, effectivement, ils commencent à influencer les sphères de décision, pas uniquement politiques, pas uniquement dans le Parlement, mais aussi dans les sphères du monde du spectacle, à Hollywood, dans les médias, etc., pour essayer d'orienter. Parce que maintenant, ce n'est pas uniquement les médias, le cinéma, le théâtre aussi, la littérature. Quel est le livre qui soutient, les livres ou le roman qui soutient la cause palestinienne aux États-Unis? Est-ce que vous pouvez publier? C'est vrai que c'est un pays où il y a de la liberté d'expression, qu'il y a des espaces où on peut dire des choses, mais ce n'est pas évident. Tout de suite, on vous attaque et on vous accuse d'antisémitisme. On revient un petit peu à l'Europe et on regarde justement, pour parler du traitement médiatique en France, depuis quelques jours, une vidéo ou bien une mise en scène d'un plateau de télévision d'une chaîne très connue qui a parodié certains journalistes et surtout certains intervenants. On regarde la vidéo et on revient au débat. Tu pourrais ne pas défendre les Palestiniens à l'antenne, ça serait bien. Bah pourquoi? Je défends pas les Palestiniens. J'ai défendu les Palestiniens. Ouais, non. Et tu dis que tu les comprends. J'ai dit je comprends les Palestiniens. Non, il a pas dit qu'il les comprenait, il a expliqué la situation. Israël, les mecs, ils veulent tuer Israël, les Palestiniens. Tu préférais que je dise ça, Pascal? Comment? Tu préférais que je dise ça? Oui. D'accord. Parce que c'est la réalité. Non, mais c'est une révélateur. C'est la réalité. D'accord. Un État qui veut tuer Israël. C'est aberrant de dire ça. C'est aberrant de dire ça. On parle de cela. Mais vous savez qu'on n'est pas d'accord, on va pas. Voilà. Allez. Et vous êtes bon quand même. Félix, mais vous êtes juif. Les Salomon. Certains soulignent que vous n'êtes pas entendu par les musulmans de France et beaucoup vous reprochent de ne pas défendre la religion musulmane à leurs yeux. Quelle est votre position sur la djellaba? Déjà, Patrick, s'il vous plaît, permettez-moi pour la France et pour les Français de chanter la Marseillaise tout d'abord aujourd'hui. Non, on n'a pas le temps. Même pas le refrain? Non, non, vraiment. Est-ce que pour vous, la djellaba est un vêtement religieux? Moi, je voudrais faire un gros bisou au président de la République, que je l'aime beaucoup, avec ses ministres, qu'elle se bagarre tous les jours contre l'abstentérisme, l'abscorantiste religieuse de notre pays, qu'ils ne veulent pas, qu'ils disent non à des terroristes, qu'ils disent non à Jésus-Christ, qu'ils veulent les chrétiens, les bouddhistes, musulmans, athées, que non, c'est un moment pour faire ça, notre pays, nous, que Clovis de l'école. Sinon, il va aller un djellaba derrière une voiture, un Twingo, et c'est ce monde à l'envers. Vous l'avez compris, c'était la parodie de Malik Bentala sur l'émission
de Pascal Praud, justement, et qui a parodié le célèbre ou le controversé Imam Chalroumi. Bien sûr, on a vu dans le premier extrait, c'était les coulisses, juste après la fin d'une émission très très tendue justement sur Gaza, où Pascal Praud affichait ouvertement son soutien à l'entité sioniste. Le plus grave, c'est qu'il donne des ordres à son chroniqueur. Oui, à son chroniqueur de soutenir Israël. J'aurais aimé que tu dises ça. Ça veut dire que réellement, il n'y a pas de liberté d'expression. CNews, bien sûr, c'est pas une tribune de liberté d'expression, c'est à sens unique depuis le début de l'agression israélienne contre Gaza et depuis bien avant ça. C'est une chaîne qui prend position pour Israël, des pensées politiques depuis très longtemps. Et Pascal Praud, maintenant il officie à Europe 1, qui est une radio de droite aussi. Je l'ai écouté inviter Cyril Hanouna, qui est quelqu'un qui anime une émission TPMP. Le plus grave, c'est que d'ailleurs ça a été partagé dans certains réseaux, parce que cette émission est boycottée depuis le début de l'offensive israélienne à Gaza, de l'attaque contre les civils. Les gens ont remarqué que Hanouna ne donnait pas coupé à chaque fois, y compris notre ami Karim Zeribi, qui est chroniqueur à 24 News. À chaque fois qu'on Karim ou d'autres donnent un autre point de vue, notamment ceux de LFI, de la France Insoumise, ils sont systématiquement coupés. Et donc la chaîne est en train de perdre, l'émission plutôt est en train de perdre l'audience. Hanouna, chez Pascal Praud, il lui dit, vous savez, ceux qui boycottent mon émission, cela relève de l'antisémitisme. Donc, on voyait donc à quel point on est arrivé avec cette histoire d'antisémitisme. La vidéo de Malik Ben Talha a reçu plus de 20 millions de visiteurs, et ça c'est énorme pour une vidéo. Mais avant de poursuivre le débat avec Reda Harirash et Sofiane Baroudi, je vous laisse découvrir la déclaration de Dominique de Villepin, le seul homme politique français audacieux qui dit toute la vérité sur un plateau de télévision. Il était l'invité de l'émission Le Quotidien de Yann Barthès. Voilà, De Villepin a tout résumé, c'est la domination financière qui contrôle les médias et l'art. C'est la concentration. Et le Parlement, brièvement, le Parlement français lui-même avait dénoncé cette concentration des médias entre les mains des mêmes personnes. Le monopole aussi. C'est un monopole. Il n'y a pas d'État, il y a des médias publics, mais ce monopole réoriente le débat. On a parlé notamment du patron de Drahi, 24, et BFM News, etc. Sofiane Baroudi? Moi, j'aimerais dire que ça rentre en écho sur Basque lui-même et il a été accusé d'antisémitisme, Dominique de Villepin. Et donc, ça entre en écho vraiment avec une tentative d'instrumentalisation, si vous voulez, du thème antisémite, avec une occultation du thème principal qui est la lutte contre le racisme en général. Parce qu'il y a, il faut le dire, un déchaînement de haine islamophobe sur la plupart des plateaux de télévision. Et beaucoup de chaînes de télévision, notamment en France, se concentrent sur ce thème qui est incendiaire en réalité et qui risque de précipiter les choses vers une guerre civile. Il faut croire qu'il y a peut-être des tentatives même d'exporter ou alors d'importer le conflit du Moyen-Orient vers l'Europe. Et en tout cas, c'est un discours incendiaire qui est proféré sur la plupart des plateaux. Merci messieurs. Reda Harirash, je vous laisse la parole la semaine prochaine pour parler justement du traitement médiatique sur Gaza. Merci Faisal Mataoui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec justement un traitement encore plus approfondi sur ce qui se passe dans les médias, dans le monde et plus particulièrement en Europe. Restez branchés sur Al24 News.